Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes sur le plateau de Master Mag en compagnie de ma co-présentatrice Marie Baranger et de notre invitée Chérine Ouafassa qui nous parlera de son reportage dans quelques minutes. Mais tout d'abord, on va commencer par parler de la Saint-Valentin, donc qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a remis sur le tapis le sujet des sextoys, une industrie en pleine expansion. Ensuite, nous partirons à Paris rencontrer un collectif pas comme les autres qui bouscule l'école de la scène DJ encore très masculine aujourd'hui. Mais tout d'abord, on va donc visionner le reportage de Chérine, qui a donc couvert la manifestation du 11 février à Paris, qui a rassemblé plus de 900 000 participants selon la police et plus de 2 millions de participants selon la CGT. République privée, on veut l'égalité. Et 37,5 À l'unité. République privée. On veut l'égalité. Ce samedi 11 février est organisée la 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites portée par la Première ministre Elisabeth Borne. Des manifestations étaient prévues partout en France, regroupant plus de 2,5 millions de personnes selon les syndicats et près d'1 million selon la police. En fait, c'est super important de manifester son mécontentement et sa désapprobation. Il faut toujours contester, parce que qui ne dit mot consent. On est déterminé. Alors on va pousser le gouvernement dans ses derniers retranchements. Là, de toute façon, il ne s'agit pas que de nous, il s'agit aussi des générations suivantes, de nos enfants. On est prêts et on va partir en illimité dans pas longtemps. Tout comme Rodolphe, ce sont plusieurs centaines de pancartes avec des messages forts qui sont élevés lors de cette manifestation. D'enfants porteurs de messages à des personnes âgées, tous étaient unis le temps d'un instant pour véhiculer une opposition à cette réforme. A priori, les chiffres qu'on a des manifestations matinales, notamment dans les petites communes, les moyennes communes, mais y compris à Toulouse où il y a eu plus de 100 000 personnes, montre que la mobilisation s'intensifie et qu'il y a un rejet massif dans le pays. Un rejet massif représenté par différents syndicats, de la CFDT, la CFTC, le Sud et l'écologie des Verts. Les syndicats ont réussi leur pari et maintiennent leur pression sur l'exécutif en se disant prêts à mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Je suis à Europe Écologie Les Verts et en ce moment là je suis pour Jeune Génération du coup qui est l'organisation de jeunesse du parti. Simplement l'écologie c'est pas que les arbres, c'est pas que les fleurs machin, c'est pas que l'environnement en fait c'est aussi la question sociale. L'écologie c'est aussi de la justice sociale et c'est à partir de ce moment-là que nous aussi on doit se saisir de ces questions-là et on doit montrer qu'on est là aussi dans la rue pour les travailleurs, les travailleuses, chômeurs, chômeuses, etc. Une mobilisation haute en couleurs avec une partie profitant du moment sous un air musical rythmé. Et une autre préférant hausser la voix pour exprimer leur mécontentement. Merci Chérine pour ce beau reportage. Alors première question pour vous, comment est-ce que c'était de couvrir une manifestation? Est-ce que c'était votre première manifestation? Alors effectivement c'était ma première manifestation, c'était un peu compliqué vu que je suis petite de taille, donc tenir la caméra au-dessus des têtes, parfois c'est un peu compliqué, mais bon ça a été. Et ça a été aussi bien organisé au niveau des défilés, etc. Il n'y a pas eu de débordement, après j'ai pas pu couvrir jusqu'à la fin, mais en somme ça a été. Et comment s'est organisée la manif? Comment les syndicats ont réussi à rassembler autant de personnes dans la rue ce samedi 11 février? Cette manifestation elle a été organisée en 2 parties. Une première partie, donc l'ouverture de la manifestation avec les différents syndicats qui étaient représentés par différentes voitures. Donc on avait des voitures de la CFDT, de la CGT, etc. Et une deuxième partie où c'était les indépendants qui venaient, par exemple la RATP, etc., enfin, sans leur syndicat et qui venaient manifester à la fin du mouvement. Et alors après avoir parlé justement avec de nombreux manifestants, est-ce que vous pensez qu'ils sont encore prêts à manifester tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent? La réponse a été unanime. Oui, ils veulent manifester jusqu'à même un arrêt total de l'activité du pays le 7 mars. On a vu que ils ont réitéré l'expérience ce samedi dernier. Ça n'a pas été fort comme le samedi 11 février, mais il y a quand même eu quelques personnes dans la rue. Mais ils prépareraient une action pour le 7 mars.
Et est-ce que vous serez présente le 7 mars pour couvrir cette action? Pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Chérine. Merci à vous. Merci, Chérine. Maintenant, nous allons à la rencontre des passants qui vont nous parler de sextoy. En effet, la Saint-Valentin a eu lieu le 14 février et l'industrie du sextoy est très florissante. Nous allons donc suivre un reportage de Margot Glamosix et Alix Antoskevich. Qui dit 14 février dit Saint-Valentin. La fête des amoureux est l'occasion pour les boutiques d'augmenter leur chiffre d'affaires. Les vitrines sont remplies de cœurs rouges et roses. Parmi celles-ci se cachent quelques boutiques pouvant donner de nouveaux plaisirs aux amoureux. Les sex shops sont de plus en plus démocratisés, voire normalisés au sein de la société. Mais qu'en pensent réellement les Lillois ? Du coup, pour la démocratisation des sextoys, je trouve ça cool, comme ça peut épanouir les gens s'ils le souhaitent. Moi, c'est pas ce que je kiffe, mais après, si les gens ils aiment bien, pourquoi pas. Mais écoutez, non, j'ai jamais utilisé de sextoys parce que mon mari, c'est un sextoy à lui tout seul. Et je crois qu'il y en a vraiment pas besoin. J'en ai jamais utilisé, puis je vous dis, Doudou, c'est le sextoy à lui tout seul. Bon, c'est un peu, ouais, comme c'est un fort intime un peu, c'est un peu compliqué d'en débattre comme ça. Je n'ai jamais utilisé de sextoy parce que le prix et aussi la possibilité des magasins, se faire livrer par internet, c'est pas très discret, et la qualité et tout, voilà. Une démocratisation assez forte par rapport à d'autres années, parce que si on ose en parler et que internet nous aide sur les réseaux sociaux, maintenant il faut faire quand même attention à certaines ventes un peu bizarres, mais oui, et puis il y a de plus en plus de vidéos, comment en acheter, où en acheter, les types et tout, donc oui quand même. Personnellement, je pense que c'est une très bonne chose parce que y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à trouver de partenaires compatibles et tout. Du coup, ça peut être une bonne chose pour se faire plaisir soi-même en fait. Du coup, j'ai jamais essayé personnellement et pour l'instant, je ressens pas trop le besoin, mais je suis ouverte à plus tard éventuellement si. Si le besoin m'en vous met, je serai ouverte à la possibilité. En tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit tabou. Voilà. Pour nous, c'est pas tabou. C'est très bien. S'il y en a à qui ça fait plaisir et que c'est un élément important dans la relation, c'est très bien comme ça. Voilà. Chacun doit être libre de faire ce qui est bien pour lui. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment pas tabou. C'est attentionné. En plus, ça montre qu'il s'intéresse quand même aux besoins de l'autre. Donc je trouve que ce serait un bon cadeau dans l'idée. Et puis c'est quelque chose qui peut être utilisé à deux aussi, je suppose. Oui. Donc c'est bien, je pense, aussi pour la relation et tout. C'est ça. Et vous n'auriez pas honte, par exemple, de rentrer dans un magasin de sextoys? Je sais pas, en vrai. Je pense vu que j'ai jamais fait. Quand même s'il n'y avait pas des gens que je connaissais à côté. Ouais, c'est sûr. Si c'est des gens que je connaisserais pas, ouais, je pense. Je pense que c'est plus facile de le faire à plusieurs, enfin à deux par exemple, que tout seul. Ouais. Moi, j'y suis toujours rentrée. J'ai pas attendu que les gens en parlent pour en acheter. Ouais, pareil. Non, on va pas acheter de sextoys pour la Saint-Valentin spécialement. Non, moi non plus. Je suis à jour de côté jouet intime. Moi, ça la divertit. Ouais, c'est un divertissement. C'est rigolo, mais on peut l'utiliser seul ou en couple. Ouais, seul. Enfin, je m'en suis jamais servie toute seule, mais après, j'attends pas après. C'est pas une obligation ni un besoin. Moi, personnellement, je voulais découvrir ma sexualité. Vraiment, c'est pas toujours. On est obligé d'être à deux pour vraiment avoir le plaisir. Alors, pourquoi pas vraiment les découvrir tout seul? Et voilà quoi. C'est pourquoi j'ai essayé pour voir. Oui. Une chose est donc certaine, les sextoys deviennent de moins en moins tabous. Certains osent plus que d'autres à franchir le pas. Peut-être que dans quelques années, le cadeau phare de la Saint-Valentin deviendra un jouet sexuel. Eh bien, merci Alix pour ce reportage très intéressant. La sexualité, c'est encore un sujet assez tabou. Est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver des passants dans la rue pour parler ouvertement de sexualité, de sexe et notamment de sextoy, jouets dédiés au plaisir? En fin de compte, on n'a pas eu tant de difficultés que ça parce que les gens sont assez ouverts d'esprit. Après, forcément, on a eu pas mal de refus. Mais en fin de compte, quand on leur en parlait, la plupart des gens disaient non, peut-être qu'ils en utilisaient. C'était juste plutôt passer quand même la vie personnelle, intime. Et du coup, non, au final, on n'a pas eu tant de difficultés que ça. Plutôt agréable. Les gens, puis on était dans la rue où il y avait quasiment toutes les boutiques de sextoy. Donc au final, c'était pas trop tabou, c'était pas trop compliqué.
Mais justement, moi j'ai une question par rapport à ça pour rebondir. On sait encore quand même que même s'il y a une démocratisation de ces sujets-là, c'est quand même encore assez compliqué d'en parler. Le sexe, le plaisir sexuel aussi, les sextoys à utiliser seuls ou en couple. Est-ce que vous voyez quand même que c'est plus facile d'en parler qu'il y a quelques années? Est-ce que vous avez ressenti que c'était plus évident d'aborder les gens sur ces sujets-là ou qu'il y a encore quand même un petit peu de réticence? Mais justement, j'étais assez agréablement surpris parce qu'on avait un peu peur d'aller vers les personnes un peu plus âgées, etc. Parce que forcément, c'est quelque chose qui est plus jeune. Et en fin de compte, les personnes âgées sont assez ouvertes d'esprit, et c'est assez étonnamment. Et puis en plus de ça, comme le disait la jeune fille avec les cheveux roux, c'est quand même... ça se démocratise bien grâce aux réseaux sociaux. Après, forcément, il y a quelques désavantages, qu'il faut faire un peu attention à ce qu'on trouve. Mais franchement, oui, je pense que c'est de moins en moins tabou. Et au fur et à mesure des années, comme je disais à la fin du reportage, j'espère que ça sera encore plus démocratisé, quoi. Merci Alix d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour ce beau reportage. Merci bien. Et maintenant, nous allons à Paris voir un collectif féministe qui bouscule les codes de la masculinité, notamment sur la scène DJ. Et Pauline Réversé et Marie Baranger sont allées sur place pour décortiquer les ingrédients nécessaires pour créer un collectif 100% féministe dans le milieu de la scène techno. Depuis quelque temps, on observe une forte nostalgie des années 1990 dans le milieu de la nuit français. Une nostalgie musicale où dans les bars et les boîtes de nuit, les millennials et génération Z viennent danser sur des hits techno, trans, eurodance d'une époque où ils n'étaient pas, voire tout juste nés. Mais si la musique est bien des années 90, la mentalité du milieu de la techno a quelque peu évolué. Ce samedi 4 février, un collectif pas comme les autres a organisé une soirée à la line-up exclusivement féminine. Au programme, 2 artistes phares du collectif, Just Elona et Nojadis, et leur invité Lullaby. Toutes les 3 ont des personnalités musicales bien différentes, mais se complètent parfaitement pour une soirée house trans dans le bar 9B à Paris. Mais qui se cache derrière Pépite en piste ? Quels sont les ingrédients nécessaires pour un collectif électro en 2023 ? Lise Gorsen, du coup, qui est la présidente, moi je suis la coprèse. On a toujours voulu faire quelque chose toutes les deux, parce qu'on a fait un master ensemble dans la prod. Et on aime la musique, c'est notre vie. Genre diguer, chercher des sons, c'est notre vie. Et on s'est dit, bah viens, on se lance et on fait un truc. Et c'est parti d'un canapé avec une tisane et une pizza. La ligne artistique, c'est électro, clairement, mais surtout féminin. C'est un peu une sorte d'engagement politique, mais c'est une manière de dire que genre les femmes sont toujours sous-représentées dans le milieu de la musique aujourd'hui. Et notre but, c'est de faire une line-up uniquement féminine, avec des artistes uniquement féminines et un collectif uniquement féminin. Il n'y a que des meufs dans le collectif. Et le but, c'est de montrer que, en fait, il y a plein de meufs DJ qui ont plein de talents. Ce changement, c'est aussi de donner la parole aux artistes et leur laisser développer leur créativité et le lien avec le public. Noémie, alias Nojadis, nous a emmenés lors d'une balade sur les quais du canal Saint-Martin pour nous donner son ressenti de la soirée. C'était vraiment super avec Elona, on a vraiment pu embarquer le public dès le début, on a réussi à trouver une connivence entre nos 2 styles. C'était vraiment cool, c'était à la fois expérimental et en même temps plein de bangers, donc on a vraiment kiffé. On était à peu près au 4e, 3e événement ensemble. Après il y a aussi des petites collaborations radio qui se font avec Elona et moi, donc c'est en dehors des pépites, quoi. Le milieu de la scène DJ reste encore aujourd'hui un milieu très masculin. En 2021, seuls 21% des DJ programmés dans des festivals de musique électro dans le monde étaient des femmes. C'est des femmes pleines de sensibilité, pleines de courage. Toutes les deux, elles ont pas du tout les mêmes qualités, pas du tout les mêmes défauts. Du coup, ensemble, elles sont incroyables. Et du coup, elles se tirent vers le haut de ouf. Et nous, notre but, c'est de faire en sorte qu'elles collaborent à mort parce qu'elles sont ouf. En fait, on a chacune notre touche, c'est ça qui est intéressant, mais on est toutes sur quelque chose de très catchy, de très... quand même qui fédère les gens. Ce que je cherche dans le club, c'est-à-dire la liberté, l'amitié, la joie et les sensations d'unité sur le dance floor et vraiment d'euphorie, quoi. Vraiment une super ambiance bienveillante et extatique. Si l'événement se solde d'un grand succès, le collectif compte bien continuer dans sa lancée. L'objectif est plus de visibilité pour les artistes femmes. Événements musicaux, tables rondes, podcasts. Pépite en piste multiplie les moyens de rendre le milieu du DJ inclusif et bienveillant. 2023 ne fait que commencer et déjà une nouvelle artiste
ou, comme ils le disent, une nouvelle pépite, Rosilla rejoint ce Girls Club des possibles. Bonjour Pauline et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous êtes une des co-créatrices de ce reportage. Alors pourquoi est-ce que le collectif s'appelle Pépites en piste ? Alors parce qu'elles ne voulaient pas un nom anglais, donc elles ont décidé de prendre Pépite parce que c'est un collectif qui veut mettre en avant des artistes émergentes. Et en piste à la fois parce qu'elles lancent des carrières et aussi parce que par rapport au public qui s'amuse sur la piste pendant que les DJ jouent. Et donc vous avez dit que c'est un collectif féministe. Comment ce collectif encourage ces artistes femmes à développer leur créativité ? Alors c'est un collectif qui se veut bienveillant et en fait elles se considèrent un peu comme des amies par rapport à ces artistes. Elles veulent leur permettre de retrouver confiance en elles parce qu'il y en a beaucoup qui ont grandi dans un univers genré, donc des fois elles se sentent pas très légitimes d'être dans ce milieu qui peut parfois être masculin, donc elles veulent vraiment redonner confiance en elles à ces artistes. Et alors vous avez aussi parlé de podcast, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est pas seulement un collectif musical, ils font aussi des podcasts, notamment celui qui s'appelle Talk. Et en fait, c'est pour permettre aux artistes de venir parler de leur expérience, de dire ce qui va pas dans le monde des DJ. Et donc pour permettre à d'autres femmes de pouvoir se reconnaître dans leur histoire, et c'est disponible sur SoundCloud. Donc du coup, c'est vraiment une table ronde et un collectif qui met en avant vraiment toute la possibilité en tant que femme artiste de devenir émergente et d'accéder à une carrière de DJ, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment un moyen pour elle de discuter, d'échanger et voilà. Merci beaucoup Pauline. Et nous allons maintenant accueillir Lisa Canales pour une chronique sur Que faire à Lille cette semaine. Bonjour Lisa, donc vous allez un peu nous expliquer les activités qu'il y a à faire dans notre belle ville de Lille cette semaine, on vous écoute. Et bah du coup, jusqu'au 3 juillet, il y a le musée d'histoire naturelle qui fête ses 200 ans. Et du coup, pour l'occasion, ils ont préparé plein d'ateliers artistiques en duo, donc adultes et enfants, donc parents-enfants. Vous pouvez créer votre carnet d'observation, vous balader dans le musée, observer un peu tous les animaux et vous avez votre propre carnet pour dessiner. Et il y a aussi tout un atelier le 23 février sur la découverte du son. Comment le son se propage, quelle est la différence entre une note de musique et un simple son. Sinon, Du coup, vous avez aussi... apparemment, il y a un événement polyamour à la Moulinette cette semaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, à la Moulinette de Lille, il y a une discussion autour du polyamour. Donc, c'est un cercle de discussion de 10 personnes, il n'y a que 10 places. Et c'est comment gérer sa jalousie, comment gérer cette relation à plusieurs, et aussi concilier les agendas entre ces différentes relations. Donc un atelier assez ouvert qui se reproduit tous les mercredis du mois. Et il y a un collectif avec un nom très particulier de drag queen qui va se produire à Lille en fin de semaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est le collectif House of Jambon Beurre qui, le 23 février à Grand Seine, diffuse un épisode du Drag Race Belgique jusqu'à minuit. Et pour les plus téméraires, jusqu'à 2h du matin, ils vont faire la fête au Locaria, qui est vers la rue des Postes, à Lille, toujours. Et est-ce que vous allez participer alors à un ou tous ces événements ? Oh, je n'y ai pas trop réfléchi, mais je pense que la diffusion du Drag Race Belgique m'a l'air très intéressant, donc pourquoi pas le Grand Seine, 23 février. Merci beaucoup Lisa Canales. Merci beaucoup Lisa et merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir écouté le Master Mag. On vous retrouve la semaine prochaine pour visionner de nouveaux reportages. Merci et au revoir. Forte nostalgie.